Les deux catégories extérieures, les deux catégories fondamentales dans la culture, dans l'espace mental des Mundans, c'est donc d'une part Shinri dont je viens de parler. Alors Shinri, il y a une expression qui est Chor Shinri qui veut dire lieu. Shinri, en français on pourrait dire des lieux dits, mais qui sont en même temps des lieux marqués, c'est-à-dire des lieux qui sont plus ou moins gros de menaces, parce que c'est le lieu où réside une puissance. Alors là, c'est vrai que c'est assez général pour toute l'Afrique, et un des grands projets qu'il y a eu dans notre laboratoire africaniste qui s'appelait Système de pensée en Afrique noire, c'était de comparer comme disait une de nos collègues, Danuta Liberski, les dieux du territoire. Hein. Le mot Dieu, à mon avis, ne s'applique pas dans le cas Mundan, mais après tout, c'est comme déité, les Anglais emploient souvent, où ils parlent d'une divinité qui est bien individualisée, qui peut être l'objet d'un culte spécifique, ou des déités. Le mot français déité, je ne sais pas s'il est trop s'il existe trop, mais en anglais on dit deities. Bon, donc comme je vous ai dit, l'anthropologie anglaise joue un très grand rôle pour nous africanistes. Donc ça c'est les Shinri. Et donc le problème c'est de savoir quels sont les rituels qui vont être prescrits pour se débarrasser, pour lutter contre la maladie, puisque le mot maladie, il y a un autre mot pour maladie, mais une maladie, dès l'instant où elle est désignée, où elle est nommée, le mot maladie, on peut dire que c'est comme en français. J'ai la maladie, j'ai une maladie, je suis malade. Bon, c'est une affaire entendue. Qu'est-ce que tu as? À ce moment-là, on rentre dans un autre domaine. Cancer, le problème cardiaque, problème ceci, problème ça. Bon. Alors, du coup, il y a les spécialistes, les cardiologues, les pneumologues, les machins. Bon. Ben là, c'est pareil, mais dans un autre univers mental. Donc, à ce moment-là, par exemple, Zamplini a très bien étudié les catégories des maladies féminines. Alors, vous avez des maladies qui porteront le nom de soleil, des maladies qui porteront le nom de serpent python, des maladies qui porteront le nom de pluie, de tel ou tel animal, de la tortue, du varan, etc., etc. Des noms d'animaux et des noms d'objets cosmiques. Donc, le devin va déterminer, en fonction de ce qu'aura dit, du récit que lui aura fait le demandeur, le client, parce qu'il faut payer, la prescription. Enfin, d'abord, ce qu'il doit regarder, et ensuite, ce qu'il peut prescrire, ce qu'il va prescrire. Alors, vous avez donc la catégorie de Shinri, et vous avez d'autre part une catégorie aussi qui est très, très difficile à bien définir, parce que le mot, alors c'est Wuri, et d'ailleurs, pour le prononcer déjà, j'avais beaucoup de problèmes pour apprendre à phonétiquement être correct dans mon élocution. Zuri. Le mot désigne des puissances qui apparaissent. Par exemple, j'ai vu quelque chose, comme un revenant, une figure vague, quelque chose de menaçant, ou un zombie, Dieu sait quoi. Et le même mot va désigner les masques,
Zuwuri, ce sont les masques. Les masques, j'en ai pas ici, les photos. Vous savez, les fameux masques de fibres qui recouvrent entièrement le corps du porteur. Donc, ce sont des Zuwuri. Et c'est ça que les gosses qui ont été à la mission appellent « Venez voir les diables !» Les diables sont sortis. Ils ont leur danse. Ils ont leur manière de se conduire, d'être agressifs ou au contraire de fuir, etc. Donc, Zuwuri, c'est les masques. Et d'autre part, c'est l'ancêtre en tant que l'ancêtre est défini par le processus par lequel, au terme des mois ou de l'année au cours de laquelle a lieu le rite funéraire dans sa totalité, est transformé de mort en ancêtre, donc il est ancestralisé et il va occuper une position dans un autel qui lui sera dédié à droite de la porte d'entrée du maître de maison, c'est-à-dire du seuil. Les femmes, c'est autre chose. C'est derrière leur case à elles, on ne les voit pas. Les hommes, c'est là. Alors, vous rentrez dans une maison, et pourquoi il y a des traces de bouillie de mil, du sang d'un cabri ou du sang d'un... etc. C'est qu'un sacrifice a été fait à cet endroit pour Mzun Pame, le Zuwuri de mon père, Mzun Deli, etc. Grand-père, et on va loin. Donc, en gros, ce sont les instances, on peut les appeler comme ça, les instances spirituelles, intérieures, au-dedans de l'individu, ou extérieures, comme les Shinri et les Zuwuri, qui sont les agents pathogènes, les agents de l'infortune, de la maladie, etc. etc. Voilà. Alors, la divination a consisté à étudier en détail l'ensemble des choses, des éléments que je viens de vous énumérer. Je n'ai fait que énumérer ce qui entre en ligne de compte quand un individu, une personne, va consulter un devin et comment le devin se met, si je puis dire, se met au travail. Voilà. Alors, le livre que nous avons écrit, András Zampini et moi, se divise en deux parties. Alors, il y a la question, donc, de la maladie et de l'organisation des groupes féminins, des associations féminines de possession placées sous la direction d'une matrone, d'une espèce de cheftaine, chefesse, je voudra, qui dirige le groupe, qui elle-même a été une malade, qui a été elle-même dans un autre groupe dont elle est sortie en tant qu'experte dans les danses. Parce que le terme essentiel, c'est qu'on danse la maladie. Et la danse, c'est un peu un rite imitatif. Par exemple, si c'est la pluie, vous faites la pluie. Si c'est le soleil, comme ça, enfin vous avez... Ou alors si c'est la tortue, le crapaud, enfin les différentes... le varan, vous rampez, enfin vous voyez, selon la dénomination qu'ont les différentes maladies, la femme possédée va manifester par une danse d'imitation du terme qui désigne sa maladie, le mal qui la touche, qui l'affecte. Bon, donc, ça a été, disons, la moitié du travail, du livre que nous avons écrit ensemble. La deuxième moitié touchait ce dont j'étais un peu le spécialiste, disons, ce qui faisait un peu le propre de ma recherche, c'est-à-dire la royauté.
Et alors, il s'agit donc, pardon, des 3 grandes cérémonies dont j'ai parlé, c'est-à-dire la fête du Nouvel An, la fête de l'arme du mil, et je ne vais pas décrire, ça prend énormément de temps de décrire, ce sont des cérémonies qui impliquent pratiquement toute la société. Comme dirait Marcel Mauss, ce sont vraiment des phénomènes sociototaux qui mettent en jeu énormément d'éléments qui touchent vraiment à cette organisation, à cette structure sociale, sociopolitique. Et la fête de la Pintade, qui est la fête d'entrée dans la saison des pluies. Alors, pour la fête le Nouvel An, qui est la très grande fête, qui est en quelque sorte la régénération, comme toute fête de Nouvel An, non seulement de la nature, mais non seulement de la société, mais de la nature, enfin, de la nature et de la société dans la nature. Bon, c'est donc une fête qui met tout en jeu de la société et de son organisation. Alors, vous avez donc une divination qui dure 3 semaines. Pendant 3 semaines, toute la journée, quand il fait jour, bien sûr, au lever du jour jusque vers 3-4 heures, les devins, vous avez un patron, un doyen, si j'ose dire, des devins, plus une petite équipe de devins, disons, qui ne sont pas encore de première classe, qui sont de deuxième classe, alors qui sont dans une ère, spatiale tout à fait particulière, qui est alors là je pense pour Léré qui est la capitale traditionnelle où réside le roi, où se trouve le palais du roi de Léré, où réside le roi de Léré. Vous avez donc un espace vaste, grand comme à la moitié puisque c'est de la grande unité de mesure dans notre société, c'est le terrain de football, disons grand comme la moitié, j'exagère peut-être, ou un peu moins, la moitié d'un terrain de football. Donc, et vous avez les cercles, ou les demi-cercles, qui sont concentriques, disons, qui vont voir défiler toutes les catégories pertinentes pour analyser l'état de la société au moment où elle va se mettre, un peu comme on dirait pour nous, pour carême ou le vendredi saint, c'est dur, quoi. C'est quelque chose de... On traverse vraiment une zone de grand danger avant qu'explose, disons, la vitalité de la société dans les sacrifices qui vont avoir lieu et dans le triomphe du roi qui triomphe de la mort. Hein. Là c'est pas le roi, c'est pas la mort et le masque du roi, c'est le roi qui est la condition de vie, pas pour longtemps, mais la condition de vie de la société elle-même. Alors, j'ai donc passé 3 semaines, je ne dis pas jour et nuit, parce qu'il ne se passe rien la nuit, mais disons, à temps plein, avec mon agra, à enregistrer, à photographier et à enregistrer tout ce qui se disait par les devins, tout ce qui était dit par les devins au travail, pendant ce temps-là. Alors, il y a évidemment tout ce qui concerne ce que je viens de rappeler, enfin que j'ai indiqué plutôt, tout ce qui concerne la personne, l'individu, et ensuite ce qui concerne la société. C'est-à-dire que catégorie par catégorie, tout va être examiné pour savoir si les personnes sont en état. Le concept n'est pas absolument parfait, mais je ne vois pas d'autre moyen d'exprimer ce que je veux dire, enfin ce que je ressens de la situation, dans un état, disons, de pureté. Parce que le sacrifice et le succès du sacrifice est conditionné par l'état, disons, de complétude ou d'incomplétude. Alors disons, la notion de pureté, là je dirais, comme ça a été dit à propos des deux gonds, c'est simplement la notion de complétude. C'est-à-dire que vous n'avez pas une partie de votre âme qui vous lâche, vous n'avez pas une attaque de ceci, une attaque de cela, vous êtes dans un état stable, dans un état de complétude. Alors, on examine
catégorie par catégorie. Et on examine le palais morceau par morceau, dans sa spatialité et dans sa composition humaine, c'est-à-dire les épouses, et les lieux où résident les épouses, puisque l'espace du palais, l'espace palatial, est qualitativement marqué. Hein, le fond, c'est là où il y a le trou de la mort, là où il y a la grande prêtresse. À droite, vous avez les épouses qui s'occuperont plutôt de la question de l'eau. Là, c'est de la question de la préparation des boules. Enfin, vous avez une répartition. La ruche laborieuse ne fait pas tout le monde. Toutes les abeilles ne font pas la même chose. Hein, les rôles se distribuent. Alors, alors, ce qu'il y a d'absolument fascinant dans cette histoire, c'est que, pourquoi est-ce si long? C'est que chaque fois qu'un problème se pose, on arrête. Le chef d'Inde, il y a 2 collèges qui gèrent en quelque sorte l'organisation, la conformité à la coutume de l'organisation du rituel, et des rituels en général. Donc, un tel est concerné, il y a quelque chose qui ne va pas. Consultation individuelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon cher? Donc, on va faire quelque chose qui va évidemment beaucoup plus rapide, qui se passera dans une matinée, mais il faudra le faire individu par individu. Donc, il va faire son rituel, et on va dire, bon, ça va. Et alors, ce qu'il y a le paradoxe qui a beaucoup frappé tous les spécialistes, enfin tous les ethnologues qui ont étudié les rituels de divination, c'est qu'on peut faire un sacrifice pour que la divination soit favorable. Ça veut dire que si la divination s'avère vraiment négative, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si les puissances qui sont à l'origine de la capacité de révélation qu'a le système divinatoire, la machine était enrayée quelque part. Donc, on fait des sacrifices qui sont des sacrifices destinés au système divinatoire lui-même. Ça a été étudié par beaucoup de collègues, ce problème-là. Donc, ça prend énormément de temps. Et alors, ce que la divination m'a permis, c'est de faire la géographie sacrée de tout le terroir de l'Éré, c'est-à-dire de plusieurs kilomètres carrés, avec les différents tchorchineries, c'est-à-dire les lieux dits de chinerie, où se trouvent ces esprits qui peuvent se menacer et qui sont éventuellement porteurs de maladies. Et donc, ça donne une idée de ce que représente de la conception de l'espace, du terroir, dans cette société. Et évidemment, le lieu le plus chargé, c'est le lieu où sont censés aller les âmes, non pas d'un quelconque membre de la société Mundan, mais des rois eux-mêmes, qu'on appelle Zahasu, et qui est le lieu géographiquement le plus remarquable du pays Mundan, parce qu'il est même connu des géographes au tout début de l'exploration du pays, c'est des chutes Gotyo. C'est-à-dire que le pays Mundan, il y a une espèce de dualisme géographique du pays Mundan. C'est comme chez nous, on dit rive droite, rive gauche. Hein, par exemple, si vous prenez Paris, il y a un symbolisme qui saute aux yeux de tout le monde. Enfin, rive gauche, ce sera vers le quartier latin, Saint-Germain-des-Prés, etc. Rive droite, c'est le quartier des affaires, les Champs-Élysées, etc. Donc il y a un marquage dans l'opposition. C'est une opposition marquée entre rive droite et rive gauche. Le pays Mundang est entièrement traversé d'est, plus exactement, oui, d'est en ouest, par une rivière qui donne lieu à 2 lacs, le lac de Léré et le lac de Traîné,
traverse entièrement le pays Mundan et le sépare en une partie nord et une partie sud. Alors la partie nord, c'est la partie où se trouve l'Éré et où habite le roi Mundan. Et puis la partie sud, c'est la partie des gens qui sont venus, où il y a du danger, qui sont venus s'agréger, et entrer, faire partie. Comme je parlais de l'ethnogénèse, qui sont venus s'intégrer dans le système clanique, l'état clanique Mundan. Donc ce que je lis sur l'ère divinatoire, c'est en quelque sorte la distribution de ces lieux et en même temps la hiérarchie des lieux à l'intérieur de cet espace qui est l'espace dans lequel prend place le royaume Mundan, si on veut lui donner, disons, une identité géographico-symbolique, si vous voulez. Donc, ce qui m'a énormément intéressé aussi, c'est certains rites très particuliers. D'abord, il y a un moment donné, au milieu du travail, ça concerne le bâton de l'aveugle, au milieu du travail des devins précédent, en l'occurrence la fête du Nouvel An Mundan, qui s'appelle tout simplement le mois Mundan, Zafi Mundan, mois Mundan, ou lune Mundan. Mois et lune, c'est le même mot en Mundan, hein, comme dans pas mal de langues. Il s'agit donc d'une divination à caractère exceptionnel qui concerne la principale, la plus grande, la plus solennelle des fêtes Mundan, qui est la fête du Nouvel An, et où le roi, en quelque sorte, joue son avènement, quoi. C'est le rite de passage pour lui. Et alors, ce que j'allais vous dire, c'est que au milieu, voilà, c'est là que je me suis arrêté, au milieu des consultations, brusquement, il y a une espèce de silence qui s'établit. Il y a quelqu'un qui vient murmurer à l'oreille du chef des devins, enfin du patron des devins, enfin, celui qui dirige toutes les la consultation. Qu'est-ce qui se passe? Le roi en personne va venir. Il vient de pas loin, il vient de 100 mètres. Hein. Parce que tout ça se trouve à 100 ou 150 mètres du palais. Donc le roi vient, il est entouré, le roi jamais seul. Il est comme nous un peu. Oui. C'est pas des gardes du corps, les gens de son entourage, les hommes, on les appelle les hommes qui marchent devant le roi. Les appelle Gouin. Alors il est là et il regarde et le problème c'est est-ce que ça va bien pour moi? Alors il s'agit de sa personne. Alors le problème c'est est-ce qu'on va le rassurer et lui dire gentiment, poliment, tout va très bien, vous pouvez rentrer, ou il faudra faire des consultations sur lui. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement dangereux. Parce que tout ce que fait le roi a une dimension autre que ce que fait un simple individu, un simple habitant de l'Éré. Donc, il y a cet arrêt-là. Il se trouve que quand moi, j'ai observé 2 années de suite, que quand moi j'ai été là présent, il ne s'est rien passé du tout. Le roi m'a regardé en souriant, il me dit, en me disant, tu connais tout ça, parce qu'il voyait le magnétophone. Et il savait que le magnétophone enregistrait. Bon. Et puis, alors, le rite de sortie, le rite de fin de consultation. Alors, on arrive à la fin. Alors, vous avez donc une aire de, je sais pas moi, peut-être 60, 70, 75 mètres carrés, pleine, remplie par les arcs, les demi-cercles constitués par la succession des items qui ont été examinés et qui sont représentés par les petits tas de cailloux groupés par
par paire ou impair, 4 ou 5, 4 ou 5, 4 ou 5. À ce moment-là, tout le monde s'en va. Seul le patron des devins reste, et on entend une espèce de piétinement du sol par des chevaux. 7 ou 8 cavaliers du roi arrivent, et ils se précipitent vers l'ère de divination, c'est-à-dire vers l'ère du devin. Le devin est encore là, le chef des devins est encore là, et il doit fuir. Et alors, il brouille complètement. Et ça, j'ai demandé, j'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Rapkindani, ça veut dire on efface, on gomme. Quoi, mais c'est la nouvelle année, tout est effacé. Tout est effacé, et c'est un rite extrêmement saisissant, parce qu'il est d'une espèce de brutalité qui cadre mal avec le côté serein, bon, la divination qui se poursuit un petit peu, d'une manière un petit peu habituelle, enfin ça se poursuit dans le calme, une espèce de routine, parce que bon, ils le font des centaines de fois, enfin je veux dire, c'est un geste, ils ont les mains fatiguées, un peu à force de racler le sol, de bouger des tas de cailloux, de les disposer, puis ensuite de les lire. Là, le bâton de l'aveugle, ça c'est ça. Et puis des fois ils s'engueulent. Non, parce que l'un dira, mais tu te rappelles pas, ici c'était le Chilri de tel coin du pays Mundan, tu t'es trompé, etc. Donc on revient là-dessus. Donc c'est vraiment une discussion. Les devins sont assez durs à la comprendre. Enfin, il faut dire, les choses se passent des fois comme ça, de façon difficile. Bon, donc le rite final gomme tout ça. C'est absolument terminé, et c'est la puissance. Parce que oui, j'ai dit que le roi avait le monopole des esclaves, le roi a le monopole des chevaux. Tous les chevaux, et à la fin du 19e siècle, tous les chevaux appartiennent au roi. Et à la fin du 19e siècle, quand le trafic des esclaves intérieurs à l'Afrique battait son plein, il y avait un marché, pas très loin du pays Mundan, qui est la ville de Maroua, où on échangeait, vous connaissez Maroua? Où on échangeait 8 hommes pour un cheval. Et c'est évidemment les vendeurs, c'était les Peuls, et parfois aussi les Haoussa, qui ne sont pas très loin là-bas. Les Haoussa sont très typés pour les Mundans, ce sont les grands commerçants qui traversent des espaces immenses à travers tout le Sahel. Parce qu'on est les Haoussa, c'est les voisins des Roukuba de notre ami Jean-Claude Muller. On n'est quand même pas tout près. Mais enfin bon, c'est l'Afrique. Les espaces ne sont pas refermés sur eux-mêmes. Tout ça, ça communique. Et les Haoussa faisaient partie des grandes tribus de commerçants qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres entre la zone tchadienne et le Niger, et le fleuve Niger.